Sacha nous appelle toutes les deux mamans. L'homoparentalité. Derrière ce terme qui fait débat, il y a des milliers d'enfants qui grandissent avec deux papas ou deux mamans. C'est qui votre mère? C'est laquelle? Alors je dis souvent ma mère pour parler des deux en fait. On est vraiment deux mamans. Il y a une maman biologique effectivement, mais nous sommes deux mamans à part entière. Comment se construisent ces enfants dont les parents sont homosexuels? Je suis passée par différents sentiments, la colère, l'incompréhension, le sentiment de trahison. Elle m'a demandé un jour, est-ce que je dois moi aussi aimer une femme? Alors je dis, bien sûr que non, tu aimeras qui tu aimeras. Être élevé par deux pères ou deux mères, qu'est-ce que ça change exactement? Il vous appelle Mamour, le copain aussi? Nous avons découvert qu'il disait mes deux belles-mères. J'en ai deux, les autres n'en ont qu'une. Mais... Voilà. Ça fait double de problèmes, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ce qu'on dit. À partir du moment où elle est entourée d'amour, elle est dans une famille normale. Pour nous, c'est ça la normalité, c'est un bébé entouré d'amour. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Marie et Florence sont directement concernées par le sujet. Ensemble, elles ont décidé d'avoir un enfant. C'est pour elles que nous faisons cette émission aujourd'hui. Alors Marie, pour quelles raisons ce sujet que nous allons développer aujourd'hui vous tient-il particulièrement à cœur, même si on en a une petite idée? Voilà, donc il me tient à cœur parce que donc, j'attends un enfant depuis un peu plus de 4 mois. On attend un enfant et en fait, je me posais des questions sur... à aujourd'hui, j'ai pas de recul sur des enfants issus de couples homoparentaux et savoir comment eux l'ont vécu aussi Autour bien. de vous, vous n'en connaissez pas? En très bas âge, un petit peu, mais pas suffisamment pour me dire si à l'école ou dans les loisirs ou dans la famille ou quoi, comment ils l'ont vécu. Donc vous aimeriez, dans cette émission, qu'on réponde aux questions que vous posez. Alors, quelles sont les questions que vous posez aujourd'hui, précisément? Précisément, même si j'ai déjà ma petite idée sur la question, sur le discours qu'on va tenir à cet enfant, mais savoir si la question fatidique de la rentrée de l'école en disant pourquoi les autres ils ont un papa et pas moi, ou d'où je viens, enfin voilà, les questions qui peuvent paraître... bateau comme ça, mais j'aimerais bien avoir... Est-ce que vous-même, vous avez souffert d'une situation familiale particulière? Oui, enfin, mes parents, j'en ai pas souffert, mais mes parents, ils ont divorcé, j'avais 5 ans. J'ai toujours été en contact avec mon père, donc moi, pour le coup, j'ai pas subi le divorce, ça a été un divorce très bien fait. Mais il est vrai que j'aurais bien aimé, comme tout enfant, qu'il soit à la maison, donc pas assez présent à mon goût. Même si mes parents ont très bien géré ce divorce-là, mais c'est vrai que oui, j'aurais aimé qu'il soit plus présent. Est-ce que vous savez comment il vous appellera, cet enfant? Moi, pour le coup, maman. Moi, pour le moment, j'ai pas envie que ce soit par le prénom parce que pour moi, je trouve ça un peu impersonnel. Donc, pour l'instant, je recherche. Pour l'instant, on a une petite idée. Ce serait Ima. Que veut dire maman en hébreu. Voilà. Alors, avant de consulter notre expert qui va peut-être vous donner des réponses, enfin on l'espère en tout cas, c'est Stéphane Clerget qui est là avec nous aujourd'hui. On va ouvrir la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Deux mères et un couffin ». Alors Stéphane, vous êtes pédopsychiatre, on peut applaudir Stéphane. Les questions que se posent Marie et Florence sont-elles fréquentes, Stéphane, chez les parents homosexuels? Alors ça dépend des situations de conception. Mais c'est vrai que moi je suis pédopsychiatre à Paris, donc je reçois beaucoup d'enfants dont l'un ou moins des parents est homosexuel et des situations analogues à celles que vous rencontrez. Et c'est vrai que la question de la nomination se pose à chaque fois. C'est un problème très fréquent. Ce qui est étonnant, c'est que le terme de belle-maman n'est jamais accepté. Alors, ça serait a priori celui qui pourrait être le plus adapté, parce que
dans le langage commun, il n'y en a pas tellement d'autres, mais il est mal accepté parce que les belles-mères n'ont jamais eu bonne réputation et que souvent les belles-mères ne sont pas à l'origine du projet d'enfant. Pourquoi belle-maman? Moi, on aurait pu penser à autre chose. Oui, à quoi? Bah justement, je cherche. Eh ben oui. Et donc, c'est souvent effectivement des petits noms. Et c'est vrai que le maman en langue étrangère, quand il y a une origine plus ou moins, ou en tout cas des affiliations avec un pays étranger, revient souvent. Le souci, c'est qu'il n'y a pas une vraie reconnaissance sociale. Et que... Enfin, je précise, en fait, ma réflexion, c'est de dire belle-maman, c'est un vrai statut, ça veut dire quelque chose. Et ça ne correspond pas au statut de l'autre maman dans ce cas-là. Non, sauf légalement, pour l'instant. Sauf légalement. Oui, légalement, socialement, le statut, c'est quoi? Au nom de la loi, elles ne sont pas mères toutes les deux. Au nom de la loi, au nom de la reconnaissance sociale, il y a une mère et une belle-mère. Mais ça n'est en général pas accepté parce que c'est vrai que les belles-mères, on a l'idée d'un remariage et donc de quelqu'un qui n'est pas à l'origine du projet d'enfant. Alors, comment on explique à son enfant qu'il ne grandit pas dans un schéma familial classique ou traditionnel? Alors, parfois, d'abord, on lui explique les choses, on lui explique la vérité de son histoire, et j'allais dire, on lui en parle avant qu'il naît. Enfin, on commence à en parler avant qu'il naît. On en parle déjà autour de lui. Et une fois qu'il est bébé, on commence aussi à lui en parler. J'allais dire, on lui en parle avant qu'il comprenne. Comme ça, quand il commencera à poser les questions, et c'est vrai que c'est en général vers 4-5 ans qu'on commence à se questionner sur à la fois son origine, à la fois les liens qui unissent son père et sa mère, ou ses deux mères ou ses deux pères. C'est vers 4-5 ans qu'on commence à poser les questions. Et c'est vrai que du coup, on va être plus à l'aise pour y répondre aux questions précises, une fois qu'on en a toujours parlé. Les choses ne sont pas si compliquées. C'est des choses qui peuvent s'expliquer assez aisément, finalement. Est-ce que c'est souhaitable, Stéphane, qu'il y ait une présence masculine lorsqu'on a deux mamans? Moi, je ne connais pas un enfant qui évolue dans un milieu uniquement masculin ou uniquement féminin. Ça n'existe pas dans notre société. Les hommes et les femmes sont allègrement mélangés. Et de toute façon, tout le monde a une famille, en général, avec des hommes et des femmes. Donc cet enfant aura des oncles, des tantes, des grands-parents. Donc ce souci-là, il ne se pose pas. Non, dans cette situation, les soucis qui peuvent se rencontrer, c'est la question, effectivement, de l'origine. C'est-à-dire qui est mon père. Et la question se posera. Et moi, je vois des enfants qui, effectivement, pas uniquement dans des situations de couple homosexuel, je vois des femmes seules, hétérosexuelles, qui décident d'avoir un enfant toutes seules, parce qu'elles ne veulent pas d'un père. Donc, je vois à peu près autant d'enfants dans ces situations avec un père qu'ils ne connaîtront jamais, dans des milieux homosexuels ou hétérosexuels. Et la question se pose, et les enfants se posent la question. Et alors, on répond quoi dans ces genres de situations? Alors, dans la situation... ils savent comment ça s'est fait. C'est-à-dire qu'on a expliqué qu'un homme a voulu, par amour, donner la vie et de permettre au couple de maman d'élever un enfant. Donc c'est un don. On n'est pas dans une situation d'abandon comme dans les accouchement sous X. Moi, j'ai ma petite idée sur le discours que je vais tenir. Après, on en parlera ensemble. Mais en tout cas, on ne peut pas nier que c'est gênant. Encore une fois, ce n'est pas lié uniquement aux questions d'homoparentalité. La question se rend compte. Alors, bien sûr qu'il vaut mieux ça qu'un père qui fait un enfant et qui laisse tomber sa femme. Et des fois, il vaut mieux effectivement rien savoir sur son père qu'avoir un père qui a une image totalement négative. C'est sûr. Mais ça pose question. Alors, on va passer de l'expertise de Stéphane Clerget à l'expérience de Géraldine. Bonjour. Bonjour. Justement, c'est une question qu'on va vous poser. Justement, comment vous réagissez à ce qu'on vient de dire, puisque qu'est-ce que vous savez, vous, de l'histoire de votre naissance? Moi, je la connais depuis du début à la fin. Mes mamans m'ont expliqué qu'elles ont eu un projet d'enfant. Elles se connaissaient déjà avant de me faire. Elles étaient ensemble. Elles ont eu un projet d'enfant avec le collègue de travail de ma mère qui, à ses yeux, était la seule personne avec qui elle pouvait faire un enfant. Sachant qu'à l'époque, tout ce qui était insémination artificielle et autres façons d'avoir un enfant, c'était pas très connu, je pense. Et puis, il était dans quelle situation personnelle, lui, ce monsieur? Il était homosexuel aussi. Ah bon, il était aussi homosexuel. Oui, et donc elles ont eu ce projet ensemble. Et... Donc ça veut dire qu'il s'engageait quand même, non seulement à semer son amour, comme dirait Stéphane Clerget, mais en plus à vous revoir après, à participer à votre éducation. Tout à fait. Dans l'idée, c'était, si tout se passe bien, et dans le meilleur des cas,
On a un appartement sur la même cage d'escalier et puis moi je vogue d'un appartement à l'autre, voir le papa quand je veux, les mamans quand je veux. C'est votre papa? Oui. Vous lui ressemblez drôlement, non? C'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé alors en fait? Malheureusement, mon père est mort 7 jours avant que je naisse. Et du coup, forcément, mes deux mères se sont retrouvées que toutes les deux à m'élever, voilà. À quel âge avez-vous réalisé que vous ne viviez pas dans le même contexte familial que les autres enfants de votre âge? Je suis née comme ça, donc je ne me suis pas vraiment posé la question. Ça n'a jamais été un problème pour vous? Pour moi, ce n'était pas une différence. Mais en général, que ça ne le soit pas pour vous, c'est une chose. Mais en général, les autres enfants ne sont pas toujours très gentils et parfois soulignent les différences. Alors dans ce cas-là, je dirais que c'est eux qui ont commencé à le remarquer à un certain âge. C'est ça. Et donc vous en avez souffert de leurs questions, de la remarque? J'ai eu des remarques, mais très peu. Plus au collège, quand on commençait à... Enfin, c'est l'âge un peu ingrat. Où j'ai eu une copine, je me souviens, qui... J'avais dû lui dire, je ne sais pas dans quel contexte, mais j'avais 2 mamans. Elle m'a répondu d'un geste de dégoût. Et puis on ne s'est plus spécialement parlé là. Enfin, on ne s'est plus reparlé, plus vraiment reparlé. Et une autre fois, une fille, toujours au collège, à peu près dans la même période, qui m'avait traitée de gouine. Mais moi, je ne me sentais pas concernée, personnellement. Et puis, bon, je me suis défendue, je lui ai dit... De toute façon, c'est pas moi, c'est pas parce que mes mères sont lesbiennes que je serai gouine. Justement, vous en étiez où, vous, sexuellement? Est-ce que quand on grandit dans un contexte avec 2 mamans, est-ce que forcément on reproduit ou est-ce que vous vous sentiez attiré par les garçons? Si c'était génétique, je pense que ma mère serait pas lesbienne déjà. Et puis moi, j'ai toujours été attirée par les hommes, j'ai jamais douté vraiment de ça. Après, je me suis posé la question, est-ce que demain... je vais voir une fille, je vais changer, je vais m'intéresser aux filles, mais j'avais dû en parler à ma mère, j'en ai parlé à des amis à elle aussi, et ils m'ont dit, je sais pas, déjà c'est plus vers les 20 ans que je me suis posé un peu la question, ils m'ont dit déjà à 20 ans, c'est pas... Alors on vous entend dire, j'en ai parlé à ma mère, alors c'est qui votre mère? C'est laquelle? Alors je dis souvent ma mère pour parler des deux en fait. Ah ouais, quand je connais pas bien. Ouais. Parce que j'aime pas dire non plus Brigitte pour parler de ma deuxième mère et Dominique pour parler de ma mère. Vous voyez, ça répond à votre question alors. Ma mère. Ma mère. Voilà. Mais après, je précise, des fois je dis ma deuxième mère. C'est une façon. Mais il n'y en a pas une qui est plus votre mère que l'autre? Ah non. C'est. Les deux pareils. Oui, c'est deux personnes différentes. Votre maman? Non, enfin, c'est biologiquement parlant, oui, mais après, c'est 2 personnes. C'est comme quand on demande, tu préfères ton papa ou ta maman, c'est différent, c'est pas... Alors, on va accueillir vos 2 mamans, puisqu'elles sont là toutes les 2 avec nous aujourd'hui. Merci d'accueillir Brigitte et Dominique. Alors, c'est vous qui l'avez porté? Oui. Bon, donc, alors, c'est soit toutes les deux, vous êtes toutes les deux la maman, soit vous les appelez par leur prénom. C'est pour répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure. Non, pas du tout. Bon. C'est maman et mamour. Ah bon, maman et mamour. C'est pas mal aussi, ça, comme solution. C'est vous qui l'aviez trouvé, cette solution? Oui, C'est ma compagne qui m'a un jour dit « Je sais comment le bébé va t'appeler », alors que Géraldine n'était pas encore née. Oui. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa, cette contraction tout à fait habile de maman et de amour. Et mamour, je suis très fière de mon nom. C'est vrai. Mais seule Géraldine a le droit de m'appeler mamour. Ah bon? Ses petites copines de classe ne voulaient vraiment pas. Mamour, c'est la mienne, disait-elle. Bah oui, c'est comme si quelqu'un venait et disait maman pour appeler ma maman. Enfin, je suis pas d'accord. Brigitte, vous avez confié à nos journalistes qu'à l'adolescence, Géraldine avait exprimé le besoin de vivre dans une famille normale.
Avec quel mot vous a-t-elle exprimé ce désir d'entrer dans la norme? Un jour à la maison, elle a dit moi j'en ai marre d'être dans une famille qui n'est pas normale. Ouais. Et alors je lui ai demandé d'expliquer un petit peu ce que ça voulait dire, pas normal. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Et je sais pas, tu devais avoir 12 ans. 12 ans. C'était à la suite d'une réflexion qu'on vous avait fait? Je crois pas. Non, je crois pas. Non. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai d'abord essayé de discuter avec Géraldine sur le thème de c'est quoi une famille normale, une famille pas normale. Et puis regarde, il y a une telle qui a que sa maman, il y a une telle, son papa est divorcé, il y a une telle, enfin bon. Et puis ça n'empêche qu'elle trouvait que c'était quand même pas pareil. Et qu'elle avait envie d'être dans une famille avec un papa normal, une maman normale, des frères et sœurs normaux. Alors bon, on lui a dit, écoute Géraldine, si tu avais 16 ou 17 ans, on te dirait, prends le sac sur les épaules et puis va barouder un petit peu et découvre le monde, mais tu es un petit peu petite. Donc on a contacté une association qui s'appelle AFS Vivre sans frontières, qui est une association d'éducation interculturelle. Et on a fait avancer le projet, qu'elle puisse faire un échange pendant 3 mois avec une jeune fille canadienne. Donc elle est partie... Mais dans quel but? Pour qu'elle se retrouve dans une famille exactement, pour qu'elle voie normale? ce que c'était qu'une famille dite normale, à ses yeux. Est-ce qu'elle était entourée d'hommes autour de vous? Il y avait des hommes, je sais pas, des frères? Oui, il y avait mon père qui a toujours joué un rôle très important pour Géraldine. J'ai un frère, elle a des cousins, enfin bon, et puis on a beaucoup d'amis. Parce que vous êtes quand même avant-gardiste. Quand même. À l'époque, il devait pas y avoir beaucoup de couples. On était avant-gardistes, mais on ne vivait pas dans un ghetto homo. La plupart de nos amis étaient hétéros, enfin en couple, etc., avec des enfants. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, toutes les deux? Eh bien, Géraldine ayant 26 ans, nous, ça fait donc 28 ans. 28 ans, pas de lassitude, tout va bien. 28 ans, fiancés, et on attend de se marier. Vous attendez. Alors donc, vous avez accéléré ce projet et elle est partie au Canada dans une famille normale. Exactement. Et alors, comment ça s'est passé? Eh bien, elle a découvert qu'une famille normale, il fallait aussi se brosser les dents, il fallait aussi se lever, s'habiller, aller au lycée, etc. Bon, ben, vous nous raconterez ça un petit peu plus tard dans l'émission. Vous nous raconterez cette expérience. Alors, on va saluer Frédéric. Bonjour Frédéric. Alors, Frédéric, votre petite fille n'a que 11 mois. Est-ce que vous êtes préoccupé par son adolescence? D'abord, vous êtes dans quelle situation? Alors, avec ma compagne, nous avons une petite fille de 11 mois. Vous avez opté pour quelle solution, vous? Alors, nous avons opté pour l'insémination artisanale. C'est un donneur que nous connaissons, qui fait un vrai don de lui-même, c'est-à-dire que nous avons choisi de faire ça avec un donneur connu. Ce n'est pas un papa, il ne prendra pas part à l'éducation de l'enfant. C'est un monsieur qui a bien voulu donner de son sperme pour qu'on puisse, m'accompagner moi, faire une superbe petite fille. Et voilà. Pour quelle raison vous avez répondu, Frédéric, à notre appel à témoins? Tout simplement parce que voilà, nous sommes toutes les deux mamans d'une petite fille de 11 mois. Il n'y a pas une belle maman et une maman. Il n'y a pas une maman et autre chose. On est vraiment 2 mamans. Il y a une maman biologique, effectivement, mais nous sommes 2 mamans à part entière. Elle vous appelle comment, votre fille? Alors, nous avons opté pour le fait qu'elle nous appelle toutes les 2 mamans. Toutes les 2 mamans? Alors, étant donné que ma compagne m'appelle en général chat ou chaton, ça vient tout seul, donc c'est va voir maman chat. Voilà. Il y aura un petit nom derrière pour nous différencier, mais c'est tout. Et elle, c'est maman quoi, alors? Toutes les 2 mamans. Pour l'instant, c'est resté maman, en fait. C'est resté maman, mais quand elle nous appelle, bon, elle n'a que 11 mois pour l'instant, quand elle nous appelle ou qu'elle nous montre, elle dit maman indifféremment des 2 personnes. Est-ce que c'est vous qui l'avez portée? Non, c'est ma compagne. D'accord. Alors, Sacha est née le 26 novembre 2011. Oui. Comment s'est passé l'accouchement? Merveilleusement bien. Ouais. Même ça a été un accouchement un petit peu compliqué, ça a été une césarienne, c'était pas facile. Nous avons été dans un hôpital où j'ai pas été mise à part. Voilà, j'étais maman, j'étais la 2e maman. La césarienne, j'y ai assisté. J'ai fait les premiers soins de Sacha, j'ai fait le pot à pot de Sacha. Il n'y a pas eu de questions, j'ai pas eu la sensation de regard malveillant.
tout s'est super bien passé. Alors Virginie n'a pas pu se libérer pour être présente aujourd'hui, mais notre équipe s'est rendue chez vous. Vous nous avez présenté votre petite Sacha. Comment évolue-t-elle au milieu de ces deux mamans, une famille presque comme les autres? C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, dans l'Oise. C'est ici, dans cette petite ville de l'Oise, que vit une famille presque comme les autres. La petite Sacha, 11 mois, sa maman Virginie qui l'a portée et sa deuxième maman Frédéric. C'est la maman de maman chat? Oui? Quoi, c'est le verre? Sacha nous appelle toutes les deux maman. Socialement, c'est représentatif une maman. Donc on a trouvé que c'était beaucoup plus facile pour Sacha d'appeler ses deux mamans maman, puisque de toute façon, on a ce rôle-là toutes les deux, même s'il y a une maman qui l'a porté, l'autre pas. Oui, mon chat. Tiens. Tiens, Poussin. Allez, viens, on va jouer. Merci, On maman. dit merci, maman. Mais si elles se sentent toutes les deux mamans, au regard de la loi, Frédéric n'a aucun droit sur la petite fille. Je vis très mal, mais nous vivons très mal le fait que la loi ne me reconnaisse aucun droit. Un exemple tout simple, Sacha venait de naître, je suis allée à la mairie pour chercher des extraits d'actes de naissance. J'ai pas eu le droit de récupérer les papiers, parce que je suis pas un parent de Sacha. Virginie est elle aussi inquiète. Elle a donc préféré prendre ses précautions. Lors de ma grossesse, j'ai fait tous les papiers avec ma famille, avec ma sœur et ma mère notamment, pour que si jamais il m'arrive quelque chose, ils accordent le droit de garde à Frédéric. Il y a quelques semaines, j'ai eu une santé un peu fragile et c'est vrai que là, j'ai eu très peur. Ça rassure pas du tout au quotidien. Même si Frédéric n'a aucun statut légal, cela n'empêche pas les deux mamans de tout faire pour former une famille comme les autres. Peut-être qu'il y a des jugements, peut-être que derrière ça parle, peut-être qu'on fait parler, mais je pense que plus on montrera qu'on vit comme tout le monde, quoi, qu'on est comme tout le monde, il n'y a pas de souci, plus mieux ça passera en fait, et ça passe bien. Et comme dans toutes les familles, elles ont expliqué à leur petite fille l'histoire de sa naissance. On explique à Sacha qu'elle a deux mamans, qui s'aimaient très fort et qui voulaient un bébé et que pour ça on avait eu recours à un monsieur qui nous avait donné une petite graine et puis que ça avait donné un joli petit bébé. Oui, oui, mon chat. Virginie et Frédéric ont tenu à dire toute la vérité à Sacha pour qu'elle puisse se défendre contre d'éventuels préjugés. À un moment donné, forcément, on va lui poser la question « Pourquoi tu as deux mamans ? Et pourquoi il n'y a pas de papa ? Et pourquoi ?» Ça va certainement venir, sauf que si nous, on a fait un petit peu notre travail derrière, qu'on a bien expliqué à Sacha que pour elle, c'est une situation normale, qu'elle est entourée d'amour, etc. Et si pour elle, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça, vis-à-vis de nous, il n'y aura pas de souci vis-à-vis des autres, elle saura très bien s'en expliquer. L'important pour les deux mamans, c'est que leurs filles ne se sentent jamais différentes. On a la chance d'avoir des amis homosexuels et qui ont des enfants. Et Sacha peut voir qu'elle a des petits copains et des petites copines qui ont aussi deux mamans ou deux papas. Pour nous, c'était important pour pas qu'elle se sente seule, pour pas qu'elle se sente isolée. Si la petite Sacha n'a pas de papa, elle pourra néanmoins compter sur Mathieu, son tonton. Le frère de Frédéric lui rend très souvent visite. Oh, oui, mon tonton. Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui gravitent autour de Sacha et pour qu'elle ait aussi des repères masculins. Dans ces premières années, je vais être l'homme le plus proche d'elle, peut-être. Je suis content, c'est mon petit privilège. Je pense que pendant sa période d'adolescence, oui, il y a des choses qu'elle va venir me dire à moi qu'elle dira peut-être pas à ses mamans. Les hommes ne pensent pas comme les femmes, donc il y a certaines choses que je vais voir différemment d'elle. Donc je donnerai mon avis. Après, je pense qu'elle en fera ce qu'elle en voudra, mais c'est important d'avoir différentes visions des choses. En tout cas, on sent beaucoup d'amour dans ce couple autour de ce bébé. Elle est entourée d'amour. Bah oui, ça se voit. Et donc, à partir du moment où elle est entourée d'amour, elle est dans une famille normale. Pour nous, c'est ça la normalité. C'est un bébé entouré d'amour avec, pour son équilibre, tout ce qui va autour. Et voilà, il n'y a pas de souci. Enfin, nous, on ne rencontre aucun problème. Donc, Ça se passe bien avec votre famille ? Oui, ça se passe bien. Ça s'est super bien passé à partir du moment où on a annoncé un petit peu à votre image que ça ne changeait rien, qu'ils seraient grands-parents quand même. Du jour où on a posé les termes, de toute façon, nous aurons un enfant, il n'y a pas de problème.
C'était terminé, il n'y avait plus aucun problème, tout coulait. Alors, Florence se pose beaucoup de questions sur son statut. On a vu que pour vous aussi, cette question était quand même préoccupante. Comment Virginie vous a-t-elle protégée légalement par rapport à votre fille? Alors en fait, Virginie a fait des papiers chez le notaire, tout simplement, a écrit un testament, comme quoi malheureusement s'il lui arrivait quelque chose, je deviendrai tutrice légale de Sacha. Malheureusement, ce genre de papier ne suffit pas forcément. Elle a en plus fait signer des papiers à sa famille pour qu'ils abandonnent, entre guillemets, les droits parentaux. Je ne dis pas les droits grands-parentaux, c'est bien précisé, les droits parentaux, pour qu'à un moment donné, si ça passe devant tribunal, il y ait des papiers comme quoi les parents... Et vous, Dominique, vous aussi, vous aviez pensé à ce problème lorsque Géraldine était encore enfant? Oui, tout à fait. Donc on avait été toutes les deux chez le notaire aussi faire un, comment ça s'appelle? Testament légamentaire. Voilà. Un testament. Un testament. Curatelle testamentaire. Ouais, voilà. Testamentaire. Oui, enfin donc un papier officiel, mais qui n'a pas lieu, enfin qui n'a pas de reconnaissance. Dit différemment, si ta mère et ton beau-père avaient revendiqué le droit de récupérer Géraldine, juridiquement, c'est eux qui avaient tous les droits, alors qu'ils ne connaissaient pas l'enfant. Et pour ce qui me concerne, alors que c'est ma famille qui a permis à Géraldine d'avoir un papy, une mamie, tonton, tata, cousin, enfin il y a un petit peu de ton côté aussi, mais nous n'avions aucune possibilité de récupérer Géraldine. Moi, ça m'a occasionné quelques nuits sans sommeil quand même, quand Géraldine était petite. Alors Marion, qu'on n'a pas encore entendu, bonjour. Marion, qui est installée en face de nos invités, quel regard portez-vous sur l'histoire de Frédéric? Alors je dirais déjà je porte sur les trois histoires, je pense, le même regard. Je suis déjà touchée. Enfin, c'est vrai que tout ce que vous dites est très émouvant. Je comprends quelles ont pu être vos démarches respectives. Pour autant, pour moi, il y a une part d'égoïsme. Le terme vous paraît peut-être un petit peu fort, mais pour moi, il y a de ça dans les démarches diverses. Alors évidemment, on va comprendre pourquoi vous dites ça à travers votre histoire, puisque en ce qui vous concerne, vous aviez 9 ans lorsque vous avez fait une découverte qui a bouleversé votre enfance. Qu'est-ce que vous avez découvert? En fait, mes parents étaient divorcés depuis 2 ans. Et donc, ils ont divorcé quand j'avais à peu près 7 ans. Et donc, vers 9 ans, un jour où j'étais seule chez mon père et que je m'ennuyais, je savais qu'il y avait des magazines sous son lit. Donc, je me suis dit, je vais lire. Et en fait, je suis tombée sur un magazine sur lequel je n'aurais pas dû et j'aurais voulu ne pas tomber finalement. C'était donc un magazine pornographique homosexuel. Est-ce que vous en avez parlé à votre père ou à quelqu'un? Non, j'ai gardé ça pour moi jusqu'à mes 17 ans, en fait. Je pense que je suis passée au cours de ces 8-9 années par différents sentiments. La peur, la honte, la colère, l'incompréhension, le sentiment de trahison, enfin, beaucoup de choses. Mais il avait un compagnon? Il vivait avec quelqu'un? Il avait, disons que quand j'allais chez lui, il me présentait des hommes qui me présentaient comme des amis, mais moi, j'étais pas dupe. Enfin, ayant découvert ce que j'avais découvert, je savais que c'était des amants, quoi, on va dire. Mais lui me l'avait jamais vraiment dit. Et vous en avez parlé avec lui depuis? Peut-être aurait-il été soulagé que vous lui en parliez? Tout à fait, oui, complètement. Ouais. Mais du coup, ce qui a été perturbant pour moi, c'est que quand on en a parlé, il a vraiment banalisé la chose, en fait. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'il ne prenait pas en compte en fait ce que je lui exprimais, et en l'occurrence beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension. Et voilà, je me suis sentie pas du tout écoutée. Pourquoi vous dites que c'est un acte égoïste? Alors, c'est vrai que le mot est un petit peu fort. En même temps, j'en ai pas trouvé d'autres. C'est égoïste parce que là, c'est le souhait, enfin, c'est la concrétisation de l'amour de 2 personnes, enfin voilà, qui ont un projet. Sauf que, à mon sens, elles oublient quelque chose d'important, en l'occurrence les répercussions que ça peut avoir sur un enfant.
un enfant, ça a une sensibilité énorme. Et voilà, il y a des choses que... vous parliez tout à l'heure, je crois, Frédéric, disant que voilà, vous donniez beaucoup d'amour. Mais l'amour, c'est pas suffisant. À partir du moment où tout est expliqué depuis l'enfance, où les choses sont claires, c'est-à-dire que vous avez peut-être vécu ça parce que personne ne vous a expliqué, vous êtes tombé sur un magazine et il y a eu un non-dit pendant toutes ces années. Mais à partir du moment où les choses sont dites... Alors peut-être une réaction de celle qui a vécu ça, ici présente. Je pense surtout que là, on parle de sexualité et plus de parentalité. Donc forcément, je veux dire, quel que soit l'enfant, on n'a jamais envie d'entendre parler de la sexualité de ses parents. On n'a pas envie de savoir, de savoir qui peuvent faire des choses et ce qu'ils peuvent faire, surtout pas. Donc là, je pense que c'est même plus une question de qui avec qui, homme, femme, etc. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qui pourrait être choquant pour... D'autant si c'est la découverte de la vie des parents avec un livre pornographique. Enfin, je veux dire, ça, c'est... Ouais. Même si c'était des enfants, un couple hétéro, l'enfant qui découvre un livre porno... On comprend quand même que vous ayez pu souffrir, évidemment. C'est une situation extrêmement souffrante de tomber sur une revue porno, découvrir que son père est homo et vivre ça pendant des années dans le non-dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? C'est vrai que, d'abord, ça serait peut-être moins violent s'il y avait moins d'homophobie. C'est-à-dire si le regard porté sur l'homosexualité était différent. Et tant que l'homosexualité serait présentée comme anormale, comme quelque chose d'anormal alors que c'est quelque chose de minoritaire mais de normal, eh bien évidemment que les enfants, la famille, des personnes concernées vivront ça mal. Donc c'est d'abord un problème sociétal et c'est vrai que le mariage pour tous limitera l'homophobie puisqu'il légitimera aussi les unions homosexuelles. La deuxième chose, la souffrance, elle est aussi liée au fait d'avoir un parent différent. Maintenant, est-ce que parce qu'on est différent, on ne peut pas être un bon parent? Je veux dire, il y a mille et une autres façons d'être différent. Est-ce que, par exemple, les personnes malvoyantes ne devraient pas avoir d'enfants parce que ça serait égoïste et ça ferait souffrir l'enfant d'avoir un parent malvoyant? J'ai compris avec l'âge que ce n'était pas une maladie et que je pouvais faire mes propres choix. Mais pour autant, je pense qu'il y avait une partie de mon cerveau qui voyait ça comme une fatalité, une espèce d'épée de Damoclès qui allait de toute façon me tomber dessus. Et je me disais en gros, écoute, cherche pas, de toute façon, tu termineras comme ça. Donc bon, alors que pour autant, je veux dire, c'est-à-dire homo. Voilà. Non, mais parce que vous avez l'air de dire ça comme si c'était une énorme tare. Mais c'est parce que moi, dans ma tête d'enfant, ça a été extrêmement dur à gérer. Donc effectivement, il y a une partie de ma vie où, comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de honte, beaucoup de colère, beaucoup de sentiments de trahison. Enfin voilà. Donc j'avais beau être une hétéro convaincue. Je me disais, dans un coin, il y a un moment où ça va te tomber dessus. Et alors? Donc, j'ai jamais voulu essayer parce que j'ai souvent parlé avec mes amis qui m'ont dit, moi je suis hétéro, mais pour autant, je voulais pas mourir idiote. Et donc, j'essaye quoi. Et moi, je veux surtout pas essayer, en fait, parce que si d'aventure ça devait me plaire, je pense que je le vivrais super mal. Ah bon? Et je me dirais, t'es comme ton père, en fait, quoi. Ouais, complètement. Donc vous refusez d'emblée cette idée? C'est ça. Oui. Non, en fait, il me manque une étape dans votre histoire, en fait. Vous êtes issu d'un couple hétérosexuel et votre papa n'a pas assumé ou l'a découvert plus tard. Non, en fait, mais votre maman ne savait pas. Mon père était justement, il était homo à l'origine et il l'a dit à ma mère, mais il a dit voilà, moi je veux fonder une famille. D'accord. Et donc ils se sont mariés, mais voilà, l'homosexualité, on va dire, a été la plus forte. Voilà. Et c'est parce que votre papa et votre maman, en tout cas, vous ont pas expliqué la sexualité de l'un et de l'autre, que leur projet était commun mais pas avec la même sexualité, que finalement vous l'avez découvert par vous-même, mais effectivement il y a eu un manque d'explication et votre papa il a peut-être pas assumé son côté homo et vous l'expliquer quelle était son orientation sexuelle. Enfin voilà, il y a peut-être dès le départ des jeunes, vos parents, même votre maman aurait très bien pu vous expliquer que c'était un commun accord avec votre papa. Je ne suis pas sûre que dans la tête d'un enfant les explications soient suffisantes. Enfin, quand vos enfants suivront leur cours de biologie où ils auront un cours sur la reproduction sexuelle et qu'on leur dira que voilà, c'est un homme et que c'est une femme et qu'ensuite ils vont se projeter et qu'ils vont se dire « Ah zut,
Moi, c'est 2 femmes. Du coup, comment ça se passe? Mais c'est un homme et une femme. Je sais bien, mais c'est un homme et une femme. C'est pas un papa et une maman. Et en plus, c'est un homme et une femme. À l'âge où je suis née, enfin l'âge où je suis née. Vous étiez à quel âge alors vous finalement? J'ai 26 ans. À l'époque où je suis née, il n'y avait pas des enfants en disant j'ai 2 papas, je vais pas y arriver. Des livres en disant j'ai 2 papas, j'ai 2 mamans. Donc je me souviens qu'elle m'avait montré sur un livre l'homme, la femme, comment ça se passe, la petite graine. Et je savais pertinemment comment ça se passait. Mais tant que je savais de façon claire comment j'avais été conçue, avec quel objectif, quel projet, c'était clairement un projet d'amour, une envie d'enfant et comment ça allait se dérouler par la suite, même si au final ça n'a pas pu se terminer comme on voulait avec mon père qui continue, qui sera encore présent, etc. Mais je pense que l'important, c'est vraiment que les choses soient claires autour. Alors vous en êtes où, vous, aujourd'hui, sentimentalement? Si j'ai... Vous êtes quoi? Vous êtes homo? Vous êtes hétéro? Vous avez un copain, une copine? Je suis hétéro, j'ai un copain, ça va faire quasiment 1 an. Jamais eu d'expérience homo? Non. Jamais été tentée? Non plus. Jamais été tentée. Et alors là, si la loi passe, vous allez vous marier? Oui, ça y est, on a même prévu la date. Ah bon? On peut savoir quand? Mois de juillet pour mes 60 ans, si la loi est votée. Alors Marie, est-ce que nos invités ont répondu aux questions que vous posiez en début d'émission? Oui, alors je vais juste compléter. Effectivement, on a parlé de curatelle testamentaire. Aujourd'hui, on peut aussi faire comme n'importe quel couple, en tout cas un abandon de 50% de mes droits parentaux. Je peux donner 50% de mes droits parentaux à une délégation de mes droits parentaux. Donc effectivement, ça peut être une solution si l'engagement 31 de notre président ne passe pas. Ça peut être une solution pour qu'elle soit légalement présente dans l'éducation de notre enfant. Sauf que un dernier conseil de Stéphane, peut-être? Oui, puisque la question, c'est effectivement aussi autour du père, j'imagine. Oui, alors en fait, ce qu'on s'est dit, puisque j'ai des petites nièces, donc on a essayé, enfin, elles m'ont demandé, quand elles ont compris qu'ils attendaient un enfant, elles m'ont dit, mais ton amoureux, il est où? Enfin, comment ça se passe? Et donc, je lui ai demandé si elle savait ce que c'était le don du sang. Donc, elle m'a dit oui. Le don d'organes, elle m'a dit oui. Je dis, il y a aussi le don de graines. Et elle m'a dit, ah d'accord. Je dis, c'est pour des couples. Donc, évidemment, moi, je sais que, et c'est ce que je dirais à mon enfant, la norme, c'est bien un homme et une femme. J'explique bien les choses. Mais qu'effectivement, pour des couples qui, biologiquement, peuvent pas, il y a des dons de petites graines. Et elle m'a dit, mais de toute façon, quand on fait un don d'organes, on ne sait pas qui c'est qui nous a sauvé la vie. Et je lui ai dit, t'as tout compris. Après, puisque les enfants aiment avoir un père, évidemment, vous la rassurez en lui disant qu'elle a un père. C'est le père c'est celui qui a fait le don. Donc c'est en fait, j'aimerais pas mettre le mot père. Moi, je vous le recommande. Parce que, en fait, je me suis dit, si j'humanise cette personne, elle ou il, parce que j'en sais rien encore, va peut-être croire qu'il y a un lien d'amour ou de relation. Mais non, puisque père, c'est pas amoureux. Père, c'est pas amoureux. Vous pouvez l'appeler don le père, par exemple. C'est pas amoureux, un père. Mais les enfants ont besoin de savoir qu'ils ont un père et une mère, puisque de toute façon, biologiquement, on a tous un père et une mère. Mais un père, c'est pas un amoureux, c'est pas votre amoureux. Il faut différencier le père et le compagnon. Moi, les enfants, en consultation dans ces situations, questionnent beaucoup sur le père. Donc c'est une vraie question. Et donc l'idée, ça peut être aussi, finalement, qu'elle se construise un père idéal. Parce que de toute façon, elle va se questionner là-dessus. Donc ce père-là, elle peut se l'imaginer. Vous pouvez lui dire, écoute, tu as un père comme tout le monde, et si tu veux, tu peux le dessiner. L'idée aussi, c'est ça, c'est qu'elle se le représente. Et si elle a besoin de se prendre modèle sur un père, sur un homme, qui est à l'origine de son existence, eh bien, qu'elle se le représente et qu'elle prenne un peu modèle ensuite sur ce qu'elle se représente. Pour ce qui est de la distribution des rôles, je crois qu'aujourd'hui, à l'heure de la parité, il n'y a plus des rôles extrêmement spécifiques maintenant. C'est en fonction à la fois de ses envies et à la fois de ses compétences, qu'on soit père ou mère, ou qu'on soit deux mères ou deux pères à élever un enfant. Donc je crois qu'il ne faut pas je crois qu'il faut être un peu soi. On a pris modèle de toute façon sur nos parents. Il y a des aspects de nos parents qui correspondent à ce qu'on aime bien faire, à ce qu'on sait faire. Et donc après, l'idée, c'est effectivement qu'il y ait une complémentarité, une harmonie. Mais ce n'est pas gênant, j'allais dire, que les deux parents même fassent les mêmes fonctions dans une distribution, ou alors aient des fonctions complémentaires. Ou variables, enfin je veux dire, il y a des fois... Variables aussi. Voilà,
On se sent plus... Je crois que tout est possible aujourd'hui. Les choses sont beaucoup moins figées qu'autrefois. C'est vrai pour les couples homosexuels, c'est vrai aussi pour les couples hétérosexuels. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que, a priori, ce sont des couples où l'on parle, où on se pose des questions et où on tente d'y répondre. Donc déjà, c'est pas mal. On a un avantage, c'est que toute grossesse chez nous est forcément réfléchie. Voilà, on ne peut pas tomber enceinte par hasard. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, à la différence des couples hétérosexuels où parfois il arrive des accidents, des choses, nous, elles sont forcément réfléchies en amont. Donc déjà, il y a un dialogue. Donc nous, il suffit pas de dire on a envie d'un enfant pour le soir même se mettre à faire un enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réfléchir au projet, comment, qui, par quels moyens, etc. Voilà. Parfait. En tout cas, c'est une émission passionnante, une émission sur la tolérance, des valeurs qu'on aime bien défendre dans notre émission Toute une histoire. Merci à tous. Au revoir. Merci.